Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située Paris 17e et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de chant, des cours de danse, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, je reçois une figure incontournable de l'audiovisuel français. Un podcast ne serait pas suffisant pour relater le parcours professionnel de cette femme d'exception qui a gravi un à un les échelons du paysage audiovisuel menant à la réussite. Diplômée en journalisme, elle débute chez Endemol où elle est rédactrice en chef des programmes devenus cultes comme la Star Academy ou Secret Story. Elle poursuit sa carrière comme productrice au sein du groupe M6. Depuis 2019, elle est à la tête des divertissements et des jeux de France Télévisions, mais aussi chef de la délégation française à l'Eurovision. Un événement dont elle a redoré le blason avec ténacité. Elle a également lancé en 2022 le concept de Drag Race. Maman de 3 filles, elle incarne avec puissance cette phrase de Michelle Obama « Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes ». C'est une femme de passion, de vision et d'action que je reçois. Alexandra Reid-Amiel est mon invitée aujourd'hui au micro avec Johanna. Bonjour Johanna. Bienvenue Alexandra. C'est un plaisir, vraiment. Et je suis très émue par cette introduction que j'ai trouvée très belle. Écoute, merci beaucoup. Déjà, un énorme merci parce que je t'attends depuis longtemps et je suis un peu émue et très fière de te recevoir. Très heureuse de partager ce moment avec toi. Cool. Tu es née au Brésil. Ouais. À Sao Paulo, où tout aurait pu se vivre au rythme de la samba, du soleil, plus paisible que celle que tu as choisi de vivre. La famille rentre à Paris et dès petite, tu es attirée par les arts de la scène, en prenant des cours de danse, de piano. Mais ce qui se passe derrière la petite lucarne t'interpelle, t'émerveille. Peux-tu nous évoquer ces moments où tu attends avec impatience Champs-Élysées, le samedi soir où les parents troquent leur émission politique pour du divertissement? En fait, ça a été, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était pour moi un moment de grâce. C'est-à-dire que quand je regardais ces émissions de télévision, quand je voyais Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, je me disais, mais mon Dieu, comme c'est beau de mettre des paillettes dans la vie des gens. Et en fait, par une histoire aussi qui est assez compliquée, mon histoire personnelle, j'ai décidé que ma vie serait conduite à mettre des paillettes dans la vie des gens. Et c'est comme ça que tout a commencé. Tout a commencé comme ça? Exactement. Tout est parti de ce fait-là. Et alors, mon père, directeur d'école, me dit « Alexandra, il faut que tu fasses des grandes études, Sciences Po, l'ENA, etc. » Et je lui dis « Non, papa, je veux faire simplement des émissions de télévision et faire de la musique. » « Mais c'est pas un métier, me dit-il. Et ça a été extrêmement dur de lui prouver. Et ça a été vraiment un combat pour moi que mon père soit fier un jour de dire « Oui, tu as eu raison de choisir ce chemin parce que c'était ton chemin. » Et quand il me l'a dit la première fois, j'étais productrice et ça a été un grand moment pour moi d'avoir la fierté de mon père qui a reconnu ce travail que je voulais absolument faire. Incroyable. Donc tu souhaites mettre des paillettes dans la vie des gens et donc de les divertir. Et cette conviction ne t'a pas quitté. Comment du coup es-tu passé du rêve à la réalité? Le combat. La vie n'est qu'un combat. Donc, premier stage chez Glem, Julien Courbet, sans aucun doute. J'épluche le courrier téléspectateur et je me dis waouh. Et je vois des gens hyper brillants, hyper intelligents et je me sens toute petite là-dedans et je me dis... Est-ce que je suis assez mature finalement pour rentrer direct dans ce métier ou est-ce qu'il ne faut pas que je reprenne mes études? Et donc après le bac, j'ai fait ce stage pendant 6 mois et j'ai décidé de reprendre mes études, 2 ans de journalisme, pour pouvoir essayer de mûrir finalement cette idée, de voir jusqu'où je voulais aller et qu'est-ce que je voulais vraiment faire. J'ai fait ces 2 ans qui ont été formidables à Sophia Antipolis à Nice et j'ai vécu 2 ans où j'ai concrétisé en fait ce rêve de confirmer que je voulais vraiment travailler dans ce métier. Et j'ai fait des rencontres, c'est toujours une histoire de rencontre. Une femme qui s'appelle Catherine Siguré, qui est une écrivaine, et qui en même temps travaillait sur Sans aucun doute, et qui m'a pris, c'est devenu un véritable mentor, et qui m'a dit, je crois en toi, je veux que tu me suives dans mes aventures. Et donc, j'ai atterri chez Christophe de Chavannes, sur Le ciel Montmardi, c'est le retour. Et alors là, être élevé au biberon de Christophe de Chavannes, c'était assez dingue parce que c'est une personnalité incroyable et qui m'a mis dans le bain direct. Où là, j'ai casté les premiers témoins de Ciel Montmardi, le retour, où j'ai vécu des expériences et des aventures dingues. C'est fou ça. 2001, lancement de la Starac, ouais. Et la rencontre avec Alexia Laroche-Joubert. Ouais. Est-ce que c'est la rencontre professionnelle d'une vie?
Est-ce que tu la considères comme un mentor ou une marraine qui suit ton parcours ? Il y a 2 femmes qui ont vraiment marqué ma vie. Il y a Angela Lorente et Alexia Laroche-Joubert. Ce sont mes mamans de télé. Et je raconte cette petite anecdote parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Quand j'ai été donc castée pour rentrer chez Endemol, c'est Angela Lorente qui me reçoit. Et en fait, j'arrive à ce rendez-vous que j'attendais depuis hyper longtemps. Et j'arrive et il y a 10 personnes. Et je me dis, mais elle est super en retard, c'est dingue. Elle nous fait arriver, elle nous fait rentrer en disant, venez les chéris, avec son accent espagnol, Almodovar. Ah, tu fais bien, non ? Ah oui, c'est parce que c'est tellement un personnage de film. Et elle nous fait rentrer, elle nous explique le principe de la Starac. Et on est tous là, et je me dis, c'est dingue quand même, elle ne nous reçoit pas et tout. J'ai fait tout ce chemin jusqu'à la Plaine Saint-Denis, première fois que j'arrive à la Plaine Saint-Denis, pour rien. Et au bout de 20 minutes, elle nous dit, si ça vous intéresse, vous me rappelez. Et donc, je lève la main, je dis, excusez-moi, je pensais avoir un entretien, ce que vous m'avez dit au téléphone. Je suis venue pour vous expliquer qui je suis. C'est très sympa d'écouter vos cours, mais il y a un moment donné, je suis pas venue pour prendre une leçon. Elle me dit, merci, vous pouvez applaudir. C'est donc Alexandra qui va être embauchée. Incroyable. Et donc, elle me dira plus tard qu'en fait, elle ne cherchait pas un CV, mais elle cherchait une personnalité et que c'était hyper important pour elle que ça soit de cette manière-là qu'elle recrute. Donc il faut une singularité, il faut y aller au culot, c'est un métier où il ne faut pas avoir peur de fracasser les portes. Moi je dis toujours à mes équipes, les portes sont faites pour être poussées. Il y a une poignée, il faut l'ouvrir. On est obligé de toute façon. À quel moment est-ce qu'on attend devant une porte ? On ne peut pas. On ne peut pas. Non. Enfin, toi tu peux pas, moi je peux pas non plus. Impossible. Aujourd'hui, comment définirais-tu ta vision de l'art et du divertissement comparée aux années 90-2000 ? Le bouleversement. La révolution. Aujourd'hui, on ne peut plus penser. Enfin, le monde est transformé. Le monde est en train de changer. Donc, savoir parler à tous ces publics, ça veut dire savoir parler à toutes les plateformes de manière très différente. La musique est partout. La musique est en stream. La musique est à la télévision. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est d'être le plus innovant. Essayer d'oser, de déstructurer pour restructurer. Moi, ce que j'aime, c'est bouleverser, en fait. C'est garder l'émotion, mais par contre, proposer tout le temps des choses différentes. Quand tu montes une émission ou un événement, quelle est la première chose à laquelle tu penses ? L'émotion, le message ou le public ? Ou rien ne va sans l'autre ? Rien ne va sans l'autre, mais je dirais, qu'est-ce que ça me provoque à ce moment-là ? Qu'est-ce que dans une équipe, je travaille toujours en équipe, qu'est-ce que ça provoque à l'équipe pour se dire qu'on parle au plus grand nombre ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à la famille. C'est de réunir la famille autour de la télévision. J'aime pas travailler pour une niche ou travailler pour un certain public. Ce qui est formidable, c'est parler au monde. Donc, en fait, être le plus universel possible. Les ingrédients d'un bon show, les artistes, les animateurs, le lieu, le concept ? L'événement. De créer le wow effect. On dit toujours, Alexandra, tu commences toujours tes shows par c'est l'événement sur France 2. Ouais, parce que je pense qu'à un moment donné, de voir la vie en grand, c'est extraordinaire. Et que de créer un 31 décembre à l'Arc de Triomphe avec un feu d'artifice qui va traverser le monde, avec mes yeux d'enfant, parce que je me revendique être une grande enfant, avec mes yeux d'enfant, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'avoir des paillettes, j'ai envie de frissonner, et je pense que le frisson, c'est la vie. De rêver aussi. Ah, tout le temps. As-tu déjà vécu des échecs, des déceptions sur un projet qui n'a pas eu l'accueil que tu espérais, qui aurait pu te faire changer de trajectoire ? Les échecs, c'est le plus grand apprentissage de la vie. Donc bien sûr qu'on en traverse tous, il y a des émissions qu'on lance qui ne marchent pas, mais j'ai jamais autant appris que dans les échecs. En fait, le succès, on s'amuse, on boit des coups et on se dit c'est formidable. Dans l'échec, on réfléchit. Donc il ne peut pas y avoir de grand succès sans échec. C'est impossible. Bravo. Drag Race sur le service public, comment as-tu réussi à faire évoluer les mentalités pour proposer ce genre de programme ? J'ai la chance d'avoir une direction extraordinaire, ouverte au monde et ouverte à tous les programmes. Quand je suis allée voir Stéphane Sidbon-Gomez, donc le directeur des antennes et des programmes, on était en plein Covid. Et il y avait une énorme tristesse en France. Et je lui ai expliqué que ce programme que j'aime depuis extrêmement longtemps, c'était le moment de le sortir
pour divertir, pour faire du bien et pour mettre du baume au cœur. Et je lui ai dit, voilà, et au-delà de ça, on va raconter une société dans un service public qui a besoin qu'on raconte cette société. Et il m'a dit, tu es folle, mais on y va. Et c'est une des plus belles aventures qu'on a lancées parce que au-delà de raconter l'histoire de ces dragues, je trouve qu'elles mettent, mais justement, des paillettes dans la vie des gens. Le temps d'un instant, même les plus gros problèmes peuvent être oubliés parce qu'elles sont là finalement pour nous divertir et ouvrir le grand spectacle français. Peux-tu nous dire comment se déroule la sélection d'un candidat à l'Eurovision ? J'ai lu quand même que tu recevais plus de 1500 candidatures, ce qui représente quand même un nombre incalculable d'heures d'écoute, de sélection. Comment as-tu sélectionné la petite pépite là, Lou Deleuze, qui représentera donc la France à l'Eurovision Junior, qui se tiendra en Géorgie le 13 décembre prochain? Alors, j'ai une formidable équipe qui travaille avec moi sur le casting. J'ai pas envie en fait, on reçoit beaucoup de candidatures, on écoute beaucoup de choses, mais en général, je vois pas énormément physiquement les candidats. J'en vois une vingtaine devant moi qui ont été présélectionnés par des écoutes. Et c'est vraiment extrêmement important, la manière dont je ressens justement nos petits, c'est ce qu'ils vont faire passer le temps d'un instant. Parce que l'Eurovision, c'est le temps d'un instant. Il y a pas de, on peut pas réessayer. C'est, on chante une fois, on est jugé. Donc en fait, c'est exactement le même effet que je dois avoir quand je les vois. Et Lou, c'est marrant parce qu'elle est arrivée il y a 2 ans dans le casting, elle avait 10 ans. Et elle était incroyablement pétillante, mais il lui manquait encore cette petite année. Donc je lui ai dit, on se revoit l'année prochaine. Et c'est la 2e année que je l'ai prise. Donc ça, tu l'as bien senti, ça. Ah bah oui, et puis la vibration, elle s'explique pas, mais un petit devant nous, on sait en 2 secondes ce qui se passe et comment il peut réagir sur une scène internationale. C'est quand même le plus grand concours de chant au monde, donc pour un petit de 11 ans, il faut qu'il soit prêt et il faut surtout qu'il ait une passion dévorante pour se dire que cette aventure, il va la bouffer. Que ça transpire. Ah oui. Elle y interprétera Ce Monde, écrite par Line, figure montante de la scène française. On comprend directement qu'il y a un message engagé derrière ces mots. Moi, je la vois un peu comme un hymne, comme si on voulait montrer la vision du monde aujourd'hui à travers les yeux d'un enfant. Est-ce que je me trompe ? Ah non, c'est exactement ça. Et je trouve que notre métier au divertissement, c'est aussi de pouvoir, à travers le regard des enfants, pouvoir balancer au monde des messages absolument incroyables. Cette chanson, moi, quand Lynn me l'a fait écouter, j'étais bouleversée. Bouleversée, et tout le monde m'a dit, mais Alex, en fait, ça pourrait être une chanson pour le grand. Donc l'Eurovision adulte. Et je lui dis, elle n'aura jamais autant d'impact chantée dans les yeux d'un enfant. Si c'est un adulte qui la chante, on n'y croit pas, parce que finalement, on est tous dans une réalité consciente. Mais un enfant, il a encore de l'espoir. Et donc, cette chanson, quand Lou l'a chantée, ça a été un moment de vérité, quoi. Un moment où on se dit, waouh, notre métier, il a quand même un sens dans ce que l'on fait. C'est qu'on va pouvoir crier à 33 millions de personnes que si on ne fait rien, il ne se passera jamais rien. Depuis ces dernières années, nous avons eu Amir, Barbara Pravi, Bilal Hassani, Slimane, Louane. Qu'est-ce qui manque à la France pour gagner l'Eurovision ? Ah là là, je me répète tous les jours, mais même toutes les nuits, parfois dans mes cauchemars. En fait, j'analyse les choses et en même temps, je suis très positive, donc je continue à y croire. 41 pays qui concourent, donc bien sûr une chance sur 41 de pouvoir gagner. Je pense que la persévérance fera qu'on y arrivera. Je pense qu'il fallait que la France revienne dans le cœur européen, qu'il y a eu un moment donné où ça a été plus compliqué. Aujourd'hui, ils savent qu'on propose des artistes incroyables sur la scène internationale et je suis sûre que notre moment va arriver. Allez, si tu as un conseil à donner aux candidats qui rêveraient de conquérir à l'Eurovision? Foncez. Il n'y a pas de... En fait, tout le monde a un talent. Moi, je dis la différence entre le talent, l'épreuve de pouvoir y aller ou pas, c'est la volonté. Il faut avoir envie. Poussez les portes. Poussez les portes. Ne vous jugez pas avant que quelqu'un vous juge. Il faut pousser les portes. Moi, j'ai la grande expression que je dis à mes filles depuis qu'elles sont petites, c'est « sky is the limit ». Rien ne peut nous arrêter, en fait. Donc, poussez les portes, allez-y, soyez convaincus. Et en vrai, l'énergie, la bonne énergie se ressent toujours. Y croire, je suis tellement d'accord. Tu fais quand même partie des femmes les plus influentes du paysage audiovisuel. Comment vis-tu cette
responsabilité. Ça, c'est toi qui le dis, non, mais ça, c'est moi qui le dis, mais je dis souvent la vérité. Écoute, c'est trop gentil, je suis très touchée. Je ne sais pas si je suis influente. La seule chose qui est importante pour moi, j'ai envie qu'avec France Télévisions et toute l'aventure que je suis en train de vivre, on marque des bouts d'histoire dans le milieu du divertissement et des jeux pour pouvoir faire avancer les choses. Moi, ce que je dis toujours à mes filles, c'est ne pas marquer qui vous êtes, mais soyez empreint de conviction dans ce que vous faites. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire de continuer à avancer, de continuer à bousculer, de continuer à innover. Et après, si les gens nous jugent influents ou pas influents, c'est formidable. Mais faisons bouger le monde. Le milieu du divertissement est-il devenu plus ouvert aux femmes depuis tes débuts ? C'est mon combat. C'est mon combat. C'est dur d'être une femme dans le milieu de la télévision, mais comme dans beaucoup de milieux, je pense. Mais les choses avancent bien. Et je trouve qu'encore une fois, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes à partir du moment où on arrive avec des visions qui sont fortes. Je crois qu'une femme n'a jamais été aussi puissante quand elle est convaincue de ce qu'elle fait. Et qu'avec toutes les charges mentales que nous avons, je pense qu'on peut faire bouger et gravir des montagnes. Parlons un peu du futur. Comment vois-tu le futur du divertissement à la télévision avec l'IA ? Mal. Ouais, mal. Et en même temps, c'est comme tout, c'est-à-dire que pour comprendre, il va falloir contrôler. Pour contrôler, il va falloir comprendre. Donc en fait, on est dans... Moi, j'essaye déjà de voir comment, d'ici 2030, c'est un peu la phase que notre directeur des programmes et des antennes nous demande de voir et de percevoir. C'est comment on fait pour imaginer qu'il n'y ait plus de pont entre aujourd'hui le digital et le linéaire. Comment est-ce que l'on parle à tous nos publics ? La musique va bouger, tout va bouger. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit l'endroit de l'événement pour la télévision. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée de l'événement en permanence et puis qu'on continue à créer des programmes sur le délinéaire pour pouvoir parler à nos publics jeunes. À quand un casting, voire une masterclass au Corana ? Avec plaisir. Franchement, moi, je trouve ça formidable. Vous voyez, c'est un pont entre vous et nous. Finalement, ça ne pourrait faire qu'un de continuer à travailler justement avec vous qui physiquement créez quelque chose. Je trouve que c'est quelque chose de complètement dingue d'imaginer. Puis, encore une fois, les collabs et toutes ces choses-là sont des choses extrêmement importantes. Peut-être que demain, c'est dans le Corana que je trouverai ma future pépite. Peut-être. J'espère. En tous les cas, je vais t'inviter, ça c'est sûr. Avec plaisir. Il y a tellement de choses à transmettre pour tous ces enfants qui rêveraient de rentrer dans le milieu. Si tu devais avoir une personnalité, un artiste, et découvrir son parcours, qui aimerais-tu avoir au micro avec Johanna ? C'est difficile comme question parce que les artistes en général sont tellement riches d'histoire. J'adorerais que t'aies Louane. Parce qu'elle est lumineuse comme toi, que c'est une petite pépite, qu'elle est drôle et qu'elle a 1 milliard à la fois de secrets, mais pas de secrets que l'on ne peut pas révéler. Moi, ça a été une de mes plus belles rencontres sur l'Eurovision. Elle est jeune, mais elle m'a tellement appris. Elle m'a appris à combattre. Même moi qui suis une combattante, il y avait des moments où on se disait « Waouh, c'est dur ». Et en fait, elle est toujours là. Elle a un instinct de survie que je trouve fantastique. Donc, pour cet instinct de survie, je dirais Louane. Elle est venue à la rencontre des enfants il y a 1 an, mais je ne l'ai pas eu effectivement pour le podcast. Il faut que tu l'appelles. Peut-être qu'on pourrait lui demander. Oui, je pense. Est-ce que tu es prête pour un petit speed quizzing ? Écoute, vas-y. Je ne suis pas très bonne, moi qui fais des jeux, mais en général, allons-y. Allez, on y va, c'est parti. Champs-Élysées ou Sacrée Soirée ? Champs-Élysées. Maman cool ou maman louve ? Maman cool et louve. Va, vis et deviens, ou ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre-toi sur le moment présent. Oui, concentre-toi sur le moment présent. Taylor Swift ou Beyoncé ? Beyoncé. Starac 2001 ou l'Eurovision 2021 ? Mon histoire, ça m'a foutu les frissons. Eurovision 2021. Miracle Morning ou Miracle Evening ? Miracle Morning. Nikos ou Nagui ? Nagui, c'est ma maison. Et même si Nico, je dois dire, ça a été, et c'est toujours un ami extraordinaire. La Maison du Chocolat ou Patrick Roger ? Patrick Roger. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? D'être heureuse. Parce que je crois qu'il n'y a pas de...
Non, continuer à être heureuse, continuer à être passionnée, ne jamais éteindre sa lumière. Voilà, je crois que c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes 3 filles, c'est de grandir avec passion, de grandir avec émotion, et que l'arc-en-ciel des émotions doit être bien là, doit être toujours présente dans nos vies. Rien ne peut être tiède dans la vie. On vit qu'une fois, alors vivons-la intensément. Je sais que tu es très très proche de tes filles. Oui. Non, je ne vais pas faire la surprise, elles ne sont pas là. Je sais que tu es très très proche, je sais que que tes filles comptent beaucoup pour toi, qu'avec ton métier, parfois on ne peut pas les voir. Tu as 30 secondes pour leur faire une déclaration d'amour tout de suite. Voilà, c'est hyper émouvant. Vous êtes ma plus belle réussite. Vous êtes mon plus grand prime time. Vous êtes ce pourquoi je me bats chaque jour. Vous êtes ce pourquoi je suis passionnée chaque jour. Merci d'être chacune ce que vous êtes. Merci de m'apporter cette lumière. Et merci de me transporter dans ce monde qui fait que je suis si heureuse de pouvoir vous voir chaque jour grandir, vous épanouir et devenir les femmes que vous êtes. Vous êtes mes exemples. Bravo. Merci. Merci à toi, vraiment. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas, de l'interview et du speed quizzing. Moi, je te souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Et j'espère te revoir très vite. Et oui, une petite masterclass et une rencontre avec les kids du cours Anna, ça me ferait très plaisir. Et merci pour cette belle rencontre. Merci à toi. Tu es très lumineuse, vraiment, l'oublie pas. Merci. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien, écoutez sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous.